Bonjour. Alors je découvre là que le sujet de la dernière conférence que vous avez organisée, c'était l'Arabie Saoudite, donc je l'ignorais, ça aurait pu m'être utile. Bon, alors je crains de ne pas pouvoir être optimiste à mon tour, puisqu'il va être question de la lune de miel franco-saoudienne, qui peut avoir une apparence reluisante, mais après il y a l'envers de cette lune de miel. On va dire que c'est la structure de mon intervention. Alors, il faut commencer par les relations commerciales entre les États-Unis, lapsus, entre la France et l'Arabie Saoudite. Alors, pour schématiser, les relations franco-saoudiennes sous le mandat de François Hollande peuvent être comparées aux relations franco-qataries sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Dans les deux cas, le rapprochement a été spectaculaire, se concrétisant par des alignements diplomatiques et un accroissement des échanges commerciaux, notamment dans le domaine militaire. Il s'agit, pour reprendre les termes de l'Élysée, lors de la visite du président Hollande à Riyad en novembre 2012, dans la foulée de son élection, voici la formule, faire autant avec le Qatar et plus avec l'Arabie Saoudite. Les premiers accords de coopération entre la France et l'Arabie Saoudite datent de 1963, sous la présidence du général de Gaulle, mais c'est à partir de 2005, date à laquelle l'Arabie Saoudite adhère à l'OMC, que ces relations vont s'amplifier. Ça vaut pour tous les pays qui font du commerce avec l'Arabie Saoudite. Donc on va avoir un rapprochement spectaculaire entre les deux pays qui va de pair avec un rapprochement diplomatique et militaire de plus en plus étroit dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler, pour reprendre l'intitulé du colloque, la nouvelle diplomatie française au Moyen-Orient, en particulier dans le Golfe Persique. La relation franco-saoudienne prend donc son envol dans tous les domaines sous le mandat de François Hollande, avec un point d'orgue, fin 2015, la signature d'un méga contrat, on pourrait revenir sur l'expression, de 10 milliards de dollars portant sur les secteurs les plus variés. C'est en cette occasion que Manuel Valls tweetera à son retour, ou dans l'avion peut-être. Oui, comme ça peut-être, ouais, ça va être dur pour lire. Non, peut-être. Bon. France-Arabie Saoudite, 10 milliards d'euros de contrat. Le gouvernement mobilisé pour nos entreprises et l'emploi. Cocorico auquel nous sommes de moins en moins habitués, qui se comprend fort bien dans le contexte de crise économique grave et à 2 ans de l'élection présidentielle. Alors, il y a une phrase de conclusion de ce qu'on appelle le bilan 2013 des relations commerciales franco-saoudiennes, c'est extrêmement intéressant, et on ne peut plus enthousiaste. Je cite. « Aussi bien le niveau excellent de la relation bilatérale que le nombre de grands projets, la stabilité du pays et les grands indicateurs macroéconomiques, presque tous sont dans le vert. Presque tous dans le vert, devraient inciter les entreprises françaises à s'intéresser davantage au marché saoudien. Le bilan de 2014 est encore plus positif. » Passons maintenant aux armements. On vend toutes sortes de choses à l'Arabie Saoudite, mais on vend également des armes. Donc, parmi les équipements militaires, on peut citer l'entrée en vigueur le 7 octobre 2013 du contrat LEX, Life Extension Sawari 1, pour rénover 4 frégates et 2 pétroliers ravitailleurs de la flotte saoudienne. Son montant est de 1,1 milliard d'euros. Après signature de ce contrat, le ministère de la Défense française se félicite, je cite, « une étape majeure dans les relations franco-saoudiennes en matière de défense navale. Il témoigne du niveau élevé de confiance mutuelle et de coopération qu'entretiennent l'Arabie Saoudite et la France. » Le ministère de la Défense cite par ailleurs en cette occasion les dossiers sur lesquels les deux pays sont au diapason. Les entretiens entre les deux pays, lit-on, je cite, « doivent permettre de conforter notre convergence de vues sur les grandes crises régionales, au premier rang desquelles figurent la crise nucléaire iranienne et la crise syrienne. » Et là, je rejoins la présentation qui a été faite initialement par M. Rasbin. Un autre exemple, l'alignement des deux pays s'est confirmé avec l'accord tripartite Liban-France-Arabie Saoudite de décembre 2013. Il était question de... L'Arabie Saoudite devait fournir 3 milliards de dollars au Liban pour lui permettre d'acheter des armes françaises. Alors dans le détail, c'était quoi? Donc on avait des missiles Milan, des véhicules blindés VAB MK3, des hélicoptères Cougar, des systèmes d'artillerie César et 4 corvettes. En février 2016, cet accord est annulé par l'Arabie Saoudite. Alors je vais schématiser, le contexte est un peu plus complexe que ça, mais en raison de la trop grande influence du Hezbollah, allié de l'ennemi iranien, sur le gouvernement libanais.
Alors finalement, l'accord n'est pas annulé, hein, comme celui des Mistral à la Russie, hein, une fin heureuse, on peut dire, mais les armes seront finalement achetées par l'Arabie saoudite. Voilà. Cela montre l'étroitesse des liens entre les deux pays. Par ailleurs, la France envoie régulièrement des formateurs dans le domaine de la sécurité. Donc la gestion démocratique des foules, donc ça c'est ce qui avait été proposé, je crois, par Michel Elio-Marie à Ben Ali, hein. C'était au début des printemps arabes. La gestion des accidents de la circulation, la formation de formateurs au tir. Par ailleurs, des militaires et des policiers saoudiens viennent régulièrement faire des stages de formation dans l'Hexagone. On voit par exemple l'étude du fonctionnement des commissariats de police. Tous ces documents sont consultables sur le site de l'ambassade de France en Arabie saoudite. Alors concrètement, on a vu une alliance par rapport à l'Iran et par rapport à la Syrie. Voyons un peu la Syrie. Donc elles sont renforcées par leur engagement commun et résolu dans la guerre en Syrie, sur le long terme. On va voir les États-Unis qui se dégagent de ce jeu légèrement ces dernières années. Et donc depuis 5 ans, la convergence est totale entre les deux pays. Ça pourrait être généralisé à tout ce qu'on appelle les amis de la Syrie, donc traduction les ennemis de la Syrie. Alors 4 dates, je pourrais en prendre plein d'autres. Le 24 février 2012, rencontre de Tunis avec le Conseil national syrien et les autres pays amis de la Syrie. En cette occasion aurait été décidée l'opération Volcan de Damas et séisme sur la Syrie de juillet 2012. Un coup d'État manqué contre le gouvernement syrien. À cette occasion, l'état-major avait été décapité par un attentat. Fin mai 2012, des accusations radicales contre le régime syrien pour le massacre de Oula et un appel à une intervention militaire internationale pour un changement de régime. On voit en cette occasion, dans les débats à l'ONU, des pays comme l'Arabie saoudite, mais aussi le Qatar, se draper dans la vertu et faire appel aux droits de l'homme qui sont bafoués, que c'est scandaleux, c'est une honte. Il faut que ça cesse. Un an plus tard, 6 septembre 2013, en marge du G20 de Saint-Pétersbourg, la France et l'Arabie saoudite, avec 12 autres pays, se déclarent prêts à intervenir en Syrie sans l'aval de l'ONU. Plus récemment, le 20 septembre 2014, la France et l'Arabie saoudite, avec d'autres amis de la Syrie, c'est une amitié longue, intègrent la coalition internationale contre l'organisation EI. Et donc rappelons que, sinon, je quitte le domaine syrien, les deux pays sont également adeptes des déclarations les plus fermes et les plus belliqueuses contre l'Iran, en particulier sur le dossier du nucléaire iranien. Un dernier facteur de cette lune de miel, c'est le refroidissement des relations états-uno-saoudiennes. Alors les Saoudiens reprochent aux États-Unis l'accord nucléaire avec l'Iran de juillet 2015, accord que le gouvernement français, au contraire, a jusqu'au bout essayé de faire capoter. Laurent Fabius a eu un rôle très positif, de nouveau en cette occasion. Fin 2015, c'était signalé par M. Rasbin, une série de rapports d'ONG paraissent qui accusent l'armée saoudienne de crimes de guerre contre le Yémen, donc c'est-à-dire commencé en mars 2015, l'opération Tempête décisive, je ne veux pas y revenir. Il y a des rapports d'ONG qui paraissent et qui condamnent l'Arabie saoudite, les mêmes qui étaient écrits contre la Syrie il y a 2-3 ans et qui étaient brandis dans les médias comme des casus belli. Alors un épisode très récent, ces 2 derniers mois ont été très intéressants. En avril-mai 2016, une grave polémique naît d'un projet de loi aux États-Unis qui vise à permettre à des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001 d'attaquer en justice des dirigeants saoudiens pour responsabilité dans leur mise en œuvre et leur organisation. Ce serait peut-être à nuancer la formulation. L'ancien chef des services de renseignement saoudien, le prince Turki Al-Faisal, déclare en cette occasion, je cite, « Les jours heureux entre l'Arabie saoudite et les États-Unis sont terminés à jamais. Nous avons changé, l'Amérique aussi. Obama a le mérite d'avoir réveillé tout le monde chez nous sur le changement dont il nous faut désormais tenir compte. Il faut réévaluer les intérêts communs. » La presse saoudienne tire unanimement à boulet rouge sur les États-Unis, qu'ils accusent d'avoir eux-mêmes organisé les attentats, en plaçant des explosifs dans les tours, les avions ayant servi de leurre. Une position ultra-conspirationniste qui n'a pas été relevée par les médias français et qui n'a pas entaché la lune de miel franco-saoudienne. C'est plus dur d'en parler en France. Donc c'est dans ce contexte que l'Arabie saoudite cherche à diversifier ses soutiens et la France se pose comme un partenaire privilégié. Alors cette fameuse histoire de remise de Légion d'honneur, on voit à travers cette introduction de la lune de miel, au prince saoudien paraît finalement anecdotique, c'est de l'écume. C'est tout à fait... il y a quelque chose de cohérent quand on met tout ça à la suite.
Alors l'argument des emplois créés et des points de croissance sauvés avec les méga contrats ont pu peut-être choquer l'opinion, mais ça se comprend par rapport aux éléments que je viens d'apporter. On peut rappeler aussi que c'est une coutume, vu que Nicolas Sarkozy, lors de son voyage en janvier 2008, avait été décoré du cordon du roi Abdelaziz, l'équivalent de la Légion d'honneur en Arabie Saoudite. Alors maintenant, l'envers de la lune de miel. Donc on voit qu'il y a une relation qui est logique et cohérente, commerciale, diplomatique, militaire, mais qui pose un certain nombre de problèmes, plus sérieux qu'une Légion d'honneur. Surtout si on envisage du point de vue des grands principes et du point de vue militaire et de la sécurité. Alors, ça ne poserait pas de problème si les... on va commencer par les grands principes. Ça ne poserait pas de problème si les grands principes qui sont tout le temps invoqués pour renverser des dictateurs n'étaient pas mensongèrement invoqués par les médias et les politiques français. Là, je me prends les pieds dans le tapis. Bon, voilà, l'idée c'est que on présente des grands principes pour renverser des dictateurs, mais quand ces grands principes sont bafoués dans un pays comme l'Arabie Saoudite, là par contre on ferme les yeux, voilà, pour schématiser. Alors quelques aspects, c'est le nom de la famille régnante qui donne son nom au pays, difficile d'aller plus loin quand même dans l'autoritarisme clanique. Les exécutions capitales y sont pratiquées par décapitation, le statut de la femme y est rétrograde. L'Arabie Saoudite est l'un des 4 pays arabes où l'homosexualité est non seulement interdite mais punissable de mort. Il y a une riposte grade, mais ça commence par des coups de fouet. Aucun parti politique n'y est autorisé. Et enfin, bon, je ne vais pas revenir sur la situation au Yémen que vous avez évoquée, ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors, oui, il y a aussi quand même la répression de l'Arabie Saoudite au Bahreïn, dans le cadre du printemps arabe, qui, là aussi, n'a pas créé de polémique en France. Hein. J'ai dit ? Je dis merci. Ah, en plus j'ai failli l'oublier, c'est bon. Alors le deuxième problème, c'est la parenté idéologique entre les dirigeants saoudiens et les dirigeants de l'EI. L'ennemi que prétendent combattre la France et l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, dans le cadre d'une coalition internationale mise en place en septembre 2014, ces deux entités partagent exactement le même logiciel, le wahhabisme, qui prône la destruction des monuments religieux et des tombeaux des saints, et qui érige cette branche de l'islam très majoritairement considérée comme une hérésie dans le monde musulman, financée uniquement par les pétrodollars et des soutiens occidentaux, au rang de seul islam véritable, légitimant les meurtres, les massacres de non-musulmans et de musulmans suivant d'autres traditions, en particulier les chiites. Troisième problème, la libre diffusion de l'idéologie wahhabite sur le sol français. Non seulement il existe de nombreuses preuves du soutien de l'Arabie Saoudite aux groupes armés semant la désolation en Irak et en Syrie, on pourrait faire la même remarque sur la France, hein, là aussi il y a une cohérence, mais l'Arabie Saoudite se permet d'exporter avec le Qatar son idéologie mortifère sur le sol français. L'Arabie Saoudite participe donc à la radicalisation de jeunes des territoires perdus de la République qui iront au Moyen-Orient commettre des attentats comme ceux de Charlie Hebdo en janvier 2015 et du Bataclan en novembre 2016. Tel que c'est présenté, en tout cas. Excusez-moi, oui, on n'en est pas encore là, effectivement. Bien. Alors, l'éventualité du retour de milliers de Français ou aguerris sur les théâtres de guerre au Maghreb et au Proche et Moyen-Orient, à terme, est susceptible de poser un énorme problème de sécurité nationale. Alors, quelques dates. La pénétration du wahhabisme en France, un peu plus ancienne que les relations commerciales et militaires. Donc il y a un certain nombre de mosquées qui ont été financées par de riches particuliers saoudiens, directement par le roi Fahd, la grande mosquée de Lyon, son fils aussi, hein, c'est des affaires familiales. Donc là c'est la mosquée de Mantes-la-Jolie. Hein. Plus récemment aussi un financement par un riche particulier de Jeddah, donc de la mosquée de Cannes, 2 millions d'euros. Et plus généralement, on apprend en novembre 2015, par une note de la DGSI, qu'une soixantaine de mosquées françaises seraient sous influence wahhabite. 25 en Île-de-France, 20 dans la région lyonnaise, 12 dans les environs de Marseille, une dizaine dans le nord, entre Lille et Roubaix. Le chiffre aurait doublé en 5 ans. Ces lieux de culte seraient fréquentés par 15 à 30 000 personnes et le mouvement serait en pleine expansion. Il n'est pas inutile de rappeler que dans le même temps, et j'arrive à la conclusion, dans le même temps, la construction de lieux de culte autres que wahhabites est interdite en Arabie Saoudite, de même que le prosélytisme religieux. Les dirigeants français sont massivement et farouchement anticatholiques. Donc peut-être qu'ils n'en ont cure, mais ce deux poids, deux mesures mérite d'être signalé.
Alors, en guise de conclusion, je souhaiterais citer les propos du Waqf chiite que nous avons rencontré à Bagdad il y a un mois, donc Saïd al-Moussaoui, qui a spontanément évoqué devant nous les graves problèmes de sécurité que poserait cette lune de miel franco-saoudienne. Alors, tous les éléments que je viens d'évoquer dans cet exposé s'y trouvent résumés. Alors, il faut savoir que cette personnalité, donc les chiites, eux, suite à l'appel de l'ayatollah Sistani en mai 2014, pour lutter contre l'EI, ont pu mobiliser des dizaines de milliers de combattants et des milliers d'entre eux sont morts. Donc là, ces gens luttent véritablement contre l'organisation EI. Je ne vais pas m'étendre là-dessus à ce sujet. Donc voici ce qu'il dit. Et je m'arrêterai là-dessus. Le wahhabisme est un problème qui se pose pour le monde entier. Avec tristesse, nous constatons que les États européens se sont trompés sur le sens de Daesh. Ils se sont attardés jusqu'à ce qu'ils fassent à leur tour l'épreuve du terrorisme que nous subissons. L'erreur des Européens, c'est qu'ils ont ouvert leur pays et leurs grandes villes aux grands centres religieux wahhabites et aux grandes mosquées. Ils ont laissé des gens faire jusqu'au recrutement des gens qu'ils envoient pour combattre avec Daesh et qui reviennent par la suite semer le désordre parmi les populations civiles et paisibles en Europe. Jusqu'à présent, on le remarque, malgré ce désastre, en Europe et spécialement en France, les autorités agissent timidement avec ces gens et avec cette pensée qui est destructrice. Et je pense particulièrement que la cause de cet aveuglement vient beaucoup plus de considérations économiques et financières qui sont imposées par ceux qu'on connaît. Et là, on revient au point de départ. L'Arabie saoudite et ses moyens financiers énormes. Nous constatons avec tristesse que le gouvernement français préfère l'argent sale des pays qui exportent le wahhabisme à la sécurité et à la valeur du sang de leurs citoyens. Ce qui est étrange, c'est que ces pays européens imposent des embargos sur des États moins dangereux alors qu'ils savent que l'Arabie saoudite est plus dangereuse pour la sécurité du monde que ces pays-là. Pourtant, ils laissent faire. S'il y a bien une liste d'États terroristes, une liste noire au Conseil de sécurité pour les pays européens, normalement la première place devrait revenir à l'Arabie saoudite. Je vous dis cela avec connaissance et certitude parce que les méthodes d'enseignement en Arabie saoudite, ce qui se remarque dans les manuels scolaires, visent à imprimer dans l'esprit des élèves, du primaire jusqu'à l'université, que celui qui ne pense pas comme eux n'a pas le droit à la vie. Toutes les mosquées en Arabie saoudite sont sous l'autorité des wahhabites. Et la portée et les principes du wahhabite, c'est que seuls sont les vrais croyants et que seuls parlent le nom de Dieu. Tous les moyens des médias, tous les écrits comme les livres, les journaux et autres, axent leurs articles et leurs moyens d'information sur ce point, takfir. Takfir, c'est « tu ne crois pas comme moi, donc tu n'as pas le droit à la vie ». Nous savons que tout l'argent des hommes d'affaires saoudiens, dont les fortunes sont énormes, quand ils donnent ce qu'ils appellent zakat, ou les dons, l'aumône, tout cet argent qu'ils réunissent est envoyé à ces terroristes. Je ne pense pas que les politiciens en France ignorent cela. Ils savent exactement ce qui se passe en Arabie saoudite. Mais ils ferment les yeux pour des intérêts économiques. Je m'arrête là.